96e webinaire du Club M&A. La grande nouvelle pour l'instant, c'est le gala pour les prix M&A et vous avez tous reçu des informations là-dessus. Les nominations ferment ce vendredi, le 17. On peut peut-être aller jusqu'à lundi, mais ça nous prend d'autres nominations. Si vous avez des transactions qui ont fermé en 2020 ou même qui ont fermé jusqu'au 31 janvier de cette année. Et on a modifié la catégorie numéro 9, qui est une acquisition stratégique. C'est plutôt pour une compagnie, le représentant d'une compagnie, soit le président ou autre, versus l'intermédiaire, le professionnel. Alors, cette catégorie-là, on a fait un peu modifié dans le sens, on va allouer une compagnie qui a levé des fonds dans les marchés publics pour se financer. Alors, si vous avez des candidats comme ça, ça qualifie pour nous autres dans la catégorie 9. Toutes les informations sont sur notre site web. On a un nouveau site web pour ceux qui n'ont pas visité depuis quelques mois. Et l'autre chose que vous allez remarquer sur le site web, c'est un drapeau américain parce qu'on a un petit, si on peut dire, un petit site pour les USA, pour les États-Unis, à cause qu'on va avoir notre premier meeting à New York probablement au mois d'octobre et l'annonce sera faite très bientôt. On est en train de voir pour un local pour celui-là. Alors, c'est tout pour moi pour l'instant. On espère que tout le monde va bien. Comme j'ai dit, moi, je suis à la MLB. Hier, on avait un de nos présentateurs de Calgary était à Amsterdam. Alors, Zoom nous aide beaucoup ces jours-là. Je vais maintenant introduire notre Geneviève Martin, qui est notre présentateur pour aujourd'hui. Geneviève est associée chez BCF Avocats. Et merci à BCF parce que BCF sont membres coopératifs pour tous ses associés au Québec, soit à Québec et à Montréal. Reconnaissance des affaires aiguisées, son souci d'efficacité et sa grande disponibilité. Geneviève Martin pratique en droit commercial, en fusion et acquisition et en droit de la concurrence. Geneviève pilote des dossiers d'envergure d'achat et de vente d'entreprise, ainsi que des dossiers de financement d'entreprise. Sa fine compréhension des enjeux et objectifs commerciaux de ses clients leur assure une paix d'esprit dans le déroulement de leurs transactions majeures. Détentrice d'un baccalauréat en finance, Geneviève aide nos clients à mener à terme des transactions qui s'avèrent souvent un des moments charniers de leur vie d'entrepreneur. Elle participe en outre aux séances de clôture des transactions et de la rédaction de divers contrats, notamment les contrats de vente et les conventions entre actionnaires. Et comme elle a dit ce matin, souvent beaucoup de cross-border entre l'Europe et les États-Unis, Ontario, etc. Alors, il me fait grand plaisir de vous présenter Geneviève. Et merci Geneviève pour cette présentation ce matin. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Comme Bram a bien présenté, mon nom c'est Geneviève Martin, je suis avocate et associée au sein du groupe de M&A de BCF. Alors, je participe beaucoup dans la rédaction, bien sûr, de conventions d'achat-vente et qui inclut parfois des clauses d'indexation de prix ou qu'on appelle très souvent des clauses de earn-out. Alors, si vous me le permettez, pendant la présentation aujourd'hui, je vais peut-être parfois utiliser le terme anglophone de earn-out pour référer à ces clauses-là. Laurine, vous pouvez changer de diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi une clause d'indexation de prix? C'est vraiment une clause en vertu de laquelle un vendeur il reçoit une portion du prix de vente post-clôture, mais sujet à condition que certains objectifs de performance future soient atteints. Les earn-out peuvent être basés sur plusieurs cibles. Les cibles les plus communes, c'est vraiment, par exemple, des cibles d'un certain niveau de revenus ou de vente, de BAYA,
de profit ou certains, comme j'appelle des milestones non financiers. Ils peuvent vraiment varier, là, mais par exemple, le règlement d'un litige important dans une compagnie, la conclusion d'un contrat d'envergure ou l'obtention d'un permis ou d'une approbation gouvernementale pour le développement d'un nouveau produit. Je vous ai mis des statistiques ici d'une étude qui a été faite et puis avec certains, on dit que la plupart, 65 seraient basés sur des objectifs de revenus, 17 des bénéfices, 2 les milestones et 33 seraient basés sur certains autres objectifs qui peuvent bien sûr varier selon l'industrie en question. Je vais changer de diapo. Je vous fais une petite mise en garde. Moi, je vais parler vraiment du côté M&A commercial, des clauses de earn-out. Je suis vraiment avocate en fusion-acquisition, en droit commercial. Je ne suis pas fiscaliste. Quand je suis impliquée dans une transaction qui a des clauses de earn-out, je travaille conjointement avec mes collègues fiscalistes, soit à nos bureaux, soit dans d'autres bureaux comptables, des conseillers de nos clients, parce qu'il y a vraiment un côté très important au niveau de la fiscalité avec les clauses de earn-out, surtout quand on représente un vendeur. C'est important de faire intervenir les fiscalistes. L'important, quand je dis on représente un vendeur, c'est parce que quand un vendeur reçoit un prix de vente, l'important au niveau du traitement fiscal pour un vendeur, c'est que ça soit traité comme un gain et non comme du revenu. Alors, c'est important que le earn-out se qualifie comme du gain et non comme du revenu parce que le traitement fiscal pour le vendeur est bien sûr pas le même. Souvent, quand je représente un vendeur, on va transformer une clause de earn-out en ce qu'on appelle un reverse earn-out. Je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est. C'est au lieu d'avoir un prix de vente de base, et là, le earn-out vient s'ajouter à ce prix-là si les objectifs de earn-out sont atteints. C'est vraiment, on inclut le montant maximal du earn-out dans le prix de vente. Et si jamais les objectifs de earn-out ne sont pas atteints après la clôture, bien, il y aurait un ajustement à la baisse du prix de vente. Ça, c'est ce qu'on appelle un reverse earn-out. Et dans le passé, systématiquement, quand on représentait un vendeur, on tentait de s'assurer que la clause était rédigée en reverse earn-out, sauf que ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode de recouvrement de coûts. Et si certaines conditions sont rencontrées au niveau fiscal, on peut rédiger une clause earn-out classique et ça peut quand même se qualifier comme gain. Je vais juste deux des conditions, c'est que ça soit une vente d'actions. L'autre, c'est que le montant du earn-out est payable sur une période maximale de 5 ans. Mais ça, c'est une présentation entière à part par des fiscalistes sur la méthode de recouvrement de coûts. En préparant la présentation, je suis allée trouver certaines statistiques sur diverses études sur les fusions-acquisitions et les earn-out. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est une étude par Grant Thornton qui dit qu'à peu près la moitié des deals de fusion-acquisition finissent en, je ne dirais pas litige, mais en dispute ou en mésentente sur des points de comptabilité. Et selon cette étude-là, ils disent que 51 de la mésentente est souvent basée sur des clauses de earn-out et 46 sur des questions de fonds de roulement, de working cap. Laurine, vous pouvez passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Je vous ai mis ici un exemple pratique et assez simple que j'ai anonymisé d'une transaction que j'ai faite récemment qui avait une clause de earn-out basée sur le BAYA. Je vous laisse le soin de le lire. Là. Je pense que vous allez avoir une copie de la présentation, mais c'est vraiment un exemple assez simple. Vous pouvez passer à la prochaine, s'il vous plaît, Laurine. Bon, alors dans quel contexte est-ce qu'on voit des earn-out? Je dirais, dans 99,9% des cas, c'est parce qu'il y a un écart entre le prix qu'un acheteur est prêt à payer pour une entreprise et le prix qu'un vendeur s'attend à recevoir pour son entreprise. Alors, c'est vraiment pour combler à l'écart entre ce prix-là. Alors, l'acheteur va souvent proposer ou le vendeur comme solution un earn-out qui serait basé sur des objectifs dans le futur pour s'assurer que le prix qu'il paye est le bon. Alors, c'est une solution quand même assez commune quand il y a un gap sur le prix. Prochaine diapo.
Alors, dans le contexte de la pandémie, je dirais que le earn-out, surtout au début de la pandémie, là, il y avait beaucoup de publications là-dessus. Le earn-out, c'était comme la solution magique sur les deals de M&A post-pandémie. Et je vous mets ici une citation, là, c'est du American Bar Association qui dit qu'après la pandémie, les earn-out vont devenir de plus en plus populaires pour allouer une portion du risque aux vendeurs pour l'incertitude de la future performance d'une entreprise, surtout dépendamment des domaines, là, bien sûr la restauration, le retail qui ont été frappés plus dur que d'autres dans le cadre de la pandémie. On ne savait pas trop qu'est-ce qui allait être la performance future de ces entreprises-là. Donc, une des solutions pourrait être des clauses de earn-out. Cette étude-là dit aussi que ils pensent qu'il va y avoir des earn-out dans un plus grand pourcentage de transactions. Ils disent ici 18 je ne suis pas sûre au Canada si c'est 18 des transactions qui ont des clauses de earn-out et que ça pourrait aller jusqu'à 30 à 40 des transactions ou même plus. Il semblait dire que la période applicable pour des clauses de earn-out allait aussi augmenter. La période moyenne en ce moment est d'à peu près 24 mois. Alors, ça pourrait avoir porté sur des périodes plus longues que ça. Et aussi que le montant du earn-out comme pourcentage du prix de vente pourrait augmenter. Vous pouvez changer de diapo. Bon, alors, c'est quoi les avantages d'avoir une clause de earn-out? J'ai touché là-dessus un petit peu tantôt, là, mais ça permet de combler l'écart de valeur entre ce que l'acheteur perçoit comme étant la valeur de l'entreprise et ce qu'un vendeur veut avoir pour son entreprise. Ça évite qu'un acheteur surpaye pour une entreprise à cause qu'il y aura une partie du prix qu'il va payer qui est conditionnelle à la performance future. Alors, c'est comme une certaine garantie pour un acheteur pour éviter de trop payer pour une entreprise. C'est souvent vu d'un point de vue très positif par un acheteur ou même par les financiers de l'acheteur parce que ça démontre que le vendeur il a une certaine confiance en la performance future de l'entreprise et est investi là-dedans. C'est quand même le vendeur met à risque une portion de son prix de vente parce qu'il dit c'est beau, ça, ce prix de vente-là, tu me le payes seulement si j'atteins certains objectifs. Alors, je dirais que c'est vu d'un point de vue positif par rapport à l'investissement du vendeur là-dedans. Si un vendeur reçoit déjà le prix voulu à la transaction, ben, c'est un moyen pour un vendeur d'aller toucher un profit additionnel ou même de pouvoir bénéficier de certaines synergies post-transaction avec l'entreprise de l'acheteur. Alors, comme je mentionnais, c'est aussi une source de motivation pour le vendeur d'assurer le succès de la transition. Parfois, un vendeur vend la business et du jour au lendemain, s'il n'est pas impliqué comme employé clé après la transaction, il n'est pas là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que la transition se fasse bien s'il a déjà tout reçu son argent, alors que si une portion de son argent dépend de la performance post-clôture de la business, ben c'est sûr qu'il va avoir intérêt à assurer que la transition se fasse de manière positive. Vous pouvez changer de diapo. Bon, alors bien sûr, avec les avantages, il y a aussi des défis à des clauses de earn-out. C'est certain que ça rend la rédaction et la négociation des conventions principales plus complexes et plus coûteuses. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est sûr qu'il faut impliquer des fiscalistes au dossier. Les négociations vont souvent être un petit peu plus longues parce que c'est très important d'avoir des paramètres très bien définis. On va en voir un petit peu plus tard aussi dans la présentation. Il faut tenter, dans la mesure du possible, de prévoir l'imprévisible. Alors, il faut tenter de déterminer qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur la profitabilité de l'entreprise post-clôture, comment on peut venir encadrer ça pour protéger un vendeur, mais aussi laisser à l'acheteur la liberté d'opérer l'entreprise comme il le veut. C'est sûr que ça requiert des discussions approfondies et des négociations sur les clauses de protection. On va les voir plus en détail dans les prochaines diapos. Comme j'ai mentionné, l'implication des fiscalistes pour s'assurer que le earn-out soit traité comme du bien et non du revenu. Au niveau de la prise de décision, je dirais ce qui est le plus difficile dans le cadre de négociation, clause de earn-out, c'est vraiment trouver un équilibre entre
le risque que le vendeur est en train de prendre en mettant une portion de son prix de vente à risque, dépendamment des objectifs futurs, mais aussi de permettre à l'acheteur de prendre les décisions qu'il veut et avoir un contrôle sur l'entreprise qu'il vient d'acheter. Alors, c'est vraiment trouver l'équilibre entre ces deux intérêts-là. C'est certain qu'en plus des autres clauses de protection, là, le vendeur va vouloir avoir des garanties de paiement en place. Je vais vous donner des exemples de garanties un petit peu plus loin. Et après la clôture, c'est sûr que des clauses de earn-out peuvent être une source de conflit entre un acheteur et un vendeur, surtout si les paramètres sont trop subjectifs ou ne sont pas bien définis ou pas bien établis dans la convention. Ça empêche aussi pour un vendeur d'avoir, comme j'appelle ici, là, un clean break. Alors, des fois, un vendeur a d'autres intérêts, veut travailler dans d'autres domaines ou veut prendre sa retraite. C'est sûr que s'il y a une clause de earn-out, bien, soit dans certains cas, le vendeur reste comme employé clé après la transaction pour assurer une certaine transition, donc continue d'être impliqué dans la business. Ou si le vendeur n'est plus dans la business, il va vouloir quand même garder un coup d'œil sur la performance post-clôture pour voir que tout est en place pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de earn-out. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Bon, alors quand je parle des cibles de earn-out, comme j'ai mentionné, ça peut être sur la base de plusieurs choses, là, que ce soit des BAIA, des revenus, des ventes ou certains milestones. C'est important d'avoir une définition claire dans tous les cas des paramètres qu'il faut atteindre. Par exemple, si c'est sur la base d'un BAIA ajusté, bien, quels sont les ajustements qui vont être faits à ce BAIA-là? Vraiment d'éviter d'avoir des critères trop subjectifs ou ambigus. Alors, il faut avoir une cible objective qui est facile à mesurer et qui tient compte des exclusions qu'on va vouloir inclure là-dedans. Par exemple, ici, je donne comme exemple, s'il y a beaucoup de management fees chargés par l'acheteur, tout ce qui est interco, là, des frais chargés en partie liés, on va vouloir venir les exclure dans nos calculs. De vraiment venir restreindre la période d'atteinte de la cible. Je dirais que la période porte typiquement entre 1 et 5 ans. Pour des raisons fiscales, comme je l'ai mentionné, c'est important que la période ne dépasse pas 5 ans, mais en moyenne, c'est à peu près 24 mois. Je dirais que c'est aussi plus facile à prévoir qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur la performance future quand c'est une période plus courte. Donc, sur 24 mois, c'est plus facile de venir cadrer le earn-out. Alors, dans les paramètres d'atteinte de la cible, on peut prévoir que c'est pas si tu atteins si tu atteins la cible, c'est tout, ou si tu es en bas, c'est 0. Alors, c'est pas obligé d'être 0 ou 100% du earn-out. On peut prévoir un certain sliding scale que si on dépasse un certain montant, mais on n'est pas jusqu'au maximum, bien, on a une portion du earn-out ou un certain pourcentage du earn-out qui est payable pour pas que ça soit tout ou rien. C'est drôle, si c'est basé sur une formule, c'est sûr que l'acheteur va vouloir prévoir un montant maximal du earn-out qui serait payable pour venir capper le prix de vente, alors que le vendeur, lui, va vouloir prévoir un montant minimal qui serait payable. Il faut aussi prévoir, surtout quand on représente un vendeur, là, je me place surtout dans le siège d'une avocate d'un vendeur, mais qu'est-ce qui arrive si la cible n'est pas atteinte pour une période, mais que la période par après, la cible est dépassée de façon importante. Alors, c'est souvent quelque chose qu'on va négocier. Par exemple, année 1, la cible n'est pas atteinte. L'année 2, on double nos chiffres. Et donc, on peut venir rattraper la portion d'earn-out qu'on n'aurait pas reçue l'année 1. Fait qu'une clause de catch-up, comme j'appelle, est très importante là-dedans. J'ai mis ici une citation d'un M&A Deal Term Study 2020 là, qui appelle, je dirais, c'est écrit half jokingly, là, il appelle des clauses de earn-out des litigation magnets parce que ça peut souvent être une source de dispute ou de litige entre les parties, surtout si les paramètres ne sont pas bien définis et surtout quand la période de earn-out est trop longue. Ici, il parle plus que 2 ans. Vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, je viens comparer un petit peu les protections qu'un vendeur va vouloir venir chercher quand c'est simplement une balance de prix de vente ou un solde de prix de vente
versus quand c'est une clause de earn-out. Alors ici, je vais vous donner des exemples typiques de protection quand c'est vraiment un solde de prix de vente, donc juste une portion du prix de vente qui est payable post-clôture, mais qui n'est pas sujet à l'atteinte de certains objectifs, comme pour un earn-out. Alors, des protections usuelles, ça serait des garanties de paiement, par exemple, que l'acheteur mette une portion du prix de vente ou toute la balance de prix de vente sous écrou, avec un agent d'écrou qui est un cautionnement en faveur du vendeur par la société mère de l'acheteur. Il peut y avoir une hypothèque sur les actifs ou sur les actions de la cible qui est donnée en faveur du vendeur. Des obligations d'information. Fait que ça, c'est des obligations que ce soit sur une base mensuelle, trimestrielle, donc que le vendeur aurait le droit de recevoir, par exemple, les états financiers, les budgets, des correspondances importantes des créanciers de l'entreprise ou par rapport à des litiges dans l'entreprise. Fait que ça, c'est des obligations d'information. Il pourrait carrément avoir des interdictions d'endettement additionnel sans le consentement du vendeur. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des clauses d'accélération, donc des clauses qui prévoient que le montant total du solde de prix de vente va être payable à un vendeur si certains événements arrivent. Donc, par exemple, s'il y a vente de la cible ou de l'acheteur sous forme d'action ou actif à un tiers après le closing, si jamais l'acheteur fait faillite ou est insolvable, l'acheteur ou la cible, ou si l'acheteur fait défaut de payer une portion du solde selon l'échéancier qui est prévu à la convention. Vous pouvez aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, là, je vais vous donner des exemples. Il y en a qui sont très semblables là, pour un vendeur. Dans le cas d'un earn-out, il peut y avoir aussi des clauses d'accélération dans certaines situations précises. Donc, c'est vraiment des clauses qui viennent dire si cet événement-là a lieu, le vendeur va avoir droit au montant maximal de son earn-out tout de suite. Donc, un exemple, ça serait en cas de congédiement sans cause des employés clés de la cible, en cas d'abandon des activités de la cible ou encore le défaut par l'acheteur de respecter ses obligations au niveau de prise de décision. Ça, on va voir des exemples de prise de décision qui pourraient être visés un petit peu plus tard. Puis, un exemple pratico-pratique que j'ai vécu pendant ma pratique, c'est on a représenté 3 actionnaires vendeurs qui vendaient les actions dans leur entreprise et il y avait une clause de earn-out basée sur les ventes. Et on avait prévu que puis les 3 actionnaires restaient comme employés clés après la clôture, et on avait prévu que s'il y avait un congédiement sans cause de l'un ou l'autre des 3, alors la totalité du earn-out serait payable. Et il y a eu un manque de communication entre le département RH de l'acheteur et le département de M&A de l'acheteur. Et il y a eu vraiment un congédiement sans cause d'un des vendeurs qui était employé clé. Et donc, ils ont eu droit au montant maximal de leur earn-out, les 3. Je dirais que ça s'est fait dans la première année après la clôture. Un des objectifs pour les clauses d'accélération pour le vendeur, comme je mentionnais, c'est d'aller chercher, s'il y a un des événements qui arrive comme ça, c'est pour le vendeur, c'est d'aller chercher le montant maximal du earn-out, peu importe que les objectifs de earn-out soient atteints ou non. Un des compromis possibles que je vois souvent, je vais vous l'expliquer, c'est d'exclure l'impact de décision sur l'atteinte de l'objectif. Alors, au lieu de dire si tel événement arrive, je vais te payer 100% de ton earn-out, c'est dire si tel événement arrive, je ne vais pas tenir compte de l'impact de cet événement-là sur l'atteinte de l'objectif. Donc, si par exemple, il y a un employé clé qui est congédié, le earn-out est basé sur des ventes et cet employé-là faisait 25% des ventes par année. Donc, dans le calcul du earn-out basé sur les ventes, on va venir prendre pour acquis qu'il y a un 25% des ventes qui est déjà faite. Alors, c'est venir combler le fait que cet employé-là qui faisait 25% des ventes a été congédié. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. D'autres exemples de protection pour les vendeurs, ça peut être un engagement positif de l'acheteur. Donc, l'acheteur s'engage à opérer l'entreprise de la même manière après la clôture qu'il le faisait avant la clôture. Et encore, l'objectif ici, c'est vraiment de venir cadrer toutes les éventualités qui pourraient avoir un impact sur l'atteinte des objectifs d'un out pour le vendeur. Donc, l'acheteur doit opérer la business de la même manière.
doit donner accès au vendeur aux informations financières qui sont pertinentes pour le vendeur pour suivre l'atteinte de ses objectifs ou non. Un engagement de ne pas congédier des employés clés, comme mon exemple que j'ai donné, ou de ne pas prendre d'autres décisions qui pourraient avoir un impact significatif sur l'atteinte des cibles. C'est très général, mais souvent, on va venir préciser quelles sont ces décisions-là. Ça peut être une augmentation de dette, ça peut être des coupures dans le budget ou encore des congédiements d'employés clés. On peut aussi prévoir une liste de décisions pour lesquelles le consentement préalable des vendeurs serait requis avant que l'acheteur puisse procéder avec ces décisions-là. Des exemples, ça serait des changements dans le budget, surtout, par exemple, quand c'est des earn-out basés sur les ventes, on va vouloir toujours s'assurer que le budget de marketing, par exemple, reste le même. Fait qu'un changement dans le budget peut avoir un impact dans l'atteinte de vente. L'embauche, congédiement d'employés clés et certains autres éléments clés qui sont identifiés pour atteindre l'objectif précis. Donc, notre travail, c'est de vraiment essayer de déterminer qu'est-ce qui peut avoir un impact sur l'atteinte des objectifs, comment est-ce qu'on peut venir le cadrer. C'est important aussi quand une transaction est financée, fait que si l'acheteur est financé pour payer son prix de vente, c'est important de s'assurer que la convention de crédit, convention de prêt permet les paiements de earn-out dans les documents avec les créanciers. Donc, ça doit être expressément permis. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Donc, vraiment, dans la prise de décision, si je peux vous résumer ça, l'objectif du vendeur, c'est vraiment d'éviter qu'un acheteur prenne des décisions qui ont un impact négatif sur l'atteinte de ses objectifs. Mais alors que l'objectif d'un acheteur qui souvent vient à l'encontre de ça, c'est qu'il achète une entreprise, il veut avoir le contrôle sur les décisions qui sont prises dans l'entreprise après la clôture. Donc, il va avoir une certaine communication qui doit se faire à ce niveau-là. Je vais vous donner un autre petit exemple, une petite illustration un peu moins fun d'un contexte où un vendeur n'était pas bien encadré dans la prise de décision. On a accompagné un vendeur qui avait une clause de earn-out, mais dans le cadre des négociations, malgré nos conseils, a décidé de laisser aller certaines protections de earn-out. Et une des protections, c'était un changement dans les activités ou un abandon d'une portion des activités. Et dans les mois qui ont suivi la transaction, l'acheteur a coupé une division entière qui était au Mexique et donc qui avait une importance significative sur le BAIA et donc sur l'atteinte des objectifs de earn-out de notre client. Alors, c'est un exemple de ce qui peut arriver s'il manque certaines protections comme ça dans les conventions. C'est sûr que les décisions pour lesquelles l'approbation du vendeur va être nécessaire vont aussi varier selon les objectifs à atteindre. L'exemple que je pense tout le temps, c'est que un earn-out qui est basé sur des ventes, donc vraiment sur le top line, va requérir un peu moins de contrôle de la part du vendeur sur les décisions qu'un earn-out qui est basé sur un buy-up. Fait que votre objectif ou le mien quand je représente un vendeur, surtout, c'est d'essayer de comprendre toutes les éventualités qui pourraient nuire à l'atteinte des objectifs et de venir les cadrer de manière claire et précise dans la convention. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Bon, j'ai mis ça pour m'assurer que je ne vous avais pas endormi pendant ma présentation, que je serai ouverte aux questions s'il y en a, Lorraine. Alors, je rappelle les règles pour poser les questions. Je vous invite à écrire votre question dans le chat, dans le Q&A ou à lever votre main et je vais activer votre micro. Merci Geneviève. Est-ce que vous remarquez une différence dans la mentalité pour accepter un earn-out entre le Québec, l'Ontario, les États-Unis et l'Europe? Est-ce qu'il y a une mentalité d'entrepreneur qui est différente? Bien, en fait, je dirais que c'est plus commun, puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus commun en Ontario et aux États-Unis, les clauses de earn-out que j'ai vues pour un vendeur. Sauf que récemment, j'ai fait plusieurs transactions avec des acheteurs en France. Et comme acheteurs, eux autres, ils proposaient souvent des clauses de earn-out. Fait que je dirais que
Puis au Québec, ça se voit de plus en plus. Là. Je pense que ça devient de plus en plus commun. Mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi la différence de mentalité. Mais c'est plutôt l'acheteur qui propose le earn-out, non? Bien, c'est souvent l'acheteur qui le propose, mais ça dépend le vendeur dans quelle position qu'il est. Là. Si le vendeur il a son plein prix, comme je dis, le prix qu'il veut déjà, bien, le earn-out va être ouvert à l'accepter. C'est juste comme un bonbon additionnel. Mais sinon, le vendeur est un peu plus réticent à l'accepter là, parce que c'est un prix de vente qui n'est pas garanti. Bon. Mais pour un acheteur, c'est le meilleur des deux mondes. Je pense qu'il y a une question, mais Oui, on peut passer aux questions. Alors, je vais vous lire les questions. La première question est: quelle proportion est acceptable pour un earn-out sur le prix maximum? Ça varie beaucoup, je dirais, mais ce que j'ai vu récemment, c'est à peu près entre 5 et 15 du prix. Mais ça varie, comme je dis, ça dépend. C'est quoi l'écart qui reste à combler entre le prix que l'acheteur veut payer et ce que le vendeur s'attend à recevoir? Si le vendeur reçoit déjà une bonne partie du prix qu'il voulait, ben, ça peut avoir un impact. Merci Geneviève. Prochaine question. Quelle est votre position sur les ajustements au BAYA? Oups, attendez, la question est partie. Quelle est votre position sur les ajustements au BAYA qui résultent de Covid? L'entreprise montrait un gros BAYA avant Covid, mais moindre durant le Covid. Est-ce juste de réduire la valeur de façon permanente pour une pandémie temporaire? Ben, vous me direz si je ne réponds pas bien à la question. Là, je pense que je pense que c'est quelque chose de temporaire. Donc, surtout les entreprises qui ont été plus touchées dans le cadre de la pandémie, qui ont eu une baisse de BAYA temporaire, mais qu'on n'a pas encore eu le temps que ça remonte. Chose de earn-out peut être important jusqu'à temps que ça se rétablisse, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va perdurer de façon dans 10-15 ans. Là. Je pense que c'est juste quelque chose à court terme. Par exemple, en fait, on commence déjà à avoir un rétablissement là, dans les chiffres de la plupart de nos clients qui ont été touchés. Alors, on voit souvent un BAYA qui est basé, je ne sais pas, sur le 24 mois après, un earn-out basé sur le BAYA dans les 24 mois après la clôture de la transaction. Merci Geneviève. Prochaine question. Généralement, nous voyons les clauses de earn-out basées soit sur le niveau de BAYA, soit sur le niveau de BAYA, sur le niveau des ventes ou sur le bénéfice brut. Vous privilégiez quelle mesure? C'est sûr que si je représente un vendeur, moi, je préfère sur les revenus. Mais c'est sûr que si c'est sur les BAYA, c'est juste un petit peu plus de négociation, à savoir comment le BAYA est ajusté puis tout le monde s'entend. Mais je dirais que ça dépend de l'entreprise aussi. Merci. Une nouvelle question. Si les ratios prévus ne sont pas atteints 2 ans sur 3, tels que prévus au contrat, est-ce que le earn-out est quand même payable si le contrat mentionne qu'il n'y aura pas de paiement si un ratio n'est pas atteint? Si ça mentionne qu'il n'y a pas de earn-out, si les ratios ou le haute cible ne sont pas atteints, alors il n'y a rien qui est payable. Il faut vraiment le prévoir explicitement que si ce n'est pas payable, par exemple, année 1, année 2, mais année 3, il y a un surdépassement. Il faut le prévoir dans le contrat qu'il peut y avoir à tâche de ce qui n'a pas été payé dans les années avant. Si ce n'est pas prévu, ça va être tout ou rien. Là. Merci Geneviève. On a fait le tour des questions. Bram, c'est peut-être le moment de... J'ai une autre question. J'avais l'idée... alors, sur un earn-out de, mettons, 3 ou 4 ans, oui, normalement, c'est 3-4 ans, j'imagine. Il va avoir un montant versé sur la signature de la transaction, sur closing. Mettons que c'est divisé en 3, mais je pense que ça tente la question, c'est quoi la différence entre une balance de vente et un earn-out? Je comprends c'est quoi, mais
est-ce que si un montant si une entreprise se vend pour 10 millions de dollars et alors le prix est déterminé à 10 millions de dollars. Bon, avec un earn-out de 3 ans, il va avoir un dépôt normalement pour quel montant? Pour 3 ou 4 millions en partant, puis ensuite le earn-out suive? En fait, je vais répondre. Il y avait comme plusieurs questions, là, mais la différence entre la balance de prix de vente, c'est vraiment et un earn-out, c'est que la balance de prix de vente, c'est par exemple, si ton prix, c'est 10 millions et tu as 3 millions qui est payable sur 3 ans en balance de prix de vente, bien, 1 million par année, ça dépend juste du fait que l'acheteur a l'argent disponible pour payer ça. Alors que si c'est un earn-out, soit qui est inclus dans ce 10 millions-là ou un montant additionnel, ça peut être 10 millions plus un earn-out de 2 millions, bien, ce n'est pas une balance de prix de vente parce que ça va être je vais te le payer à chaque année si dans cette année-là, tu atteins un BAYA ou des revenus d'un certain montant. Fait que ça va vraiment dépendre des objectifs financiers. Alors, tu n'as pas, en plus du fait que tu veux que l'acheteur ait l'argent pour le payer, il faut aussi que tu aies atteint tes objectifs ou que l'acheteur ait atteint ses objectifs-là si le vendeur est plus dans le portrait. Mais normalement, on ne commence pas à zéro. On commence avec quand même ce qu'on appelle un dépôt, un montant versé, puis ensuite. Oui, et exactement. Est-ce que les actions restent avec le vendeur nécessairement ou si, mettons, après 32 mois, quelque chose arrive, est-ce que l'acheteur peut soit reprendre ses actions ou le vendeur ou l'acheteur n'aura pas les actions? Il peut, et la seule façon qu'il peut reprendre ses actions, c'est s'il y a une hypothèque sur les actions qui est donnée en faveur du vendeur. Là. Mais il aura vendu ses actions, bien sûr, là, mais comme protection, il peut aller chercher une hypothèque. OK. Si tous les termes et conditions ne sont pas atteints. Oui. Ouais. Exactement. Nous avons de nouvelles questions. Alors, je vais lire la question. Y a-t-il des conditions pour lesquelles des earn-out sont à éviter? C'est une bonne question. C'est sûr, plus d'un vendeur, s'il y a une certaine incertitude ou une trop grande variation dans les revenus, dans les profits, dans les bénéfices, je dirais que c'est à éviter là, parce que comment on va venir encadrer ou faire une formule de earn-out qui va faire du sens pour les vendeurs. C'est la seule chose que je peux penser en ce moment. Là. Merci Geneviève. Prochaine question. Est-ce que les discussions sur les earn-out sont généralement faites directement par les acheteurs-vendeurs ou par leurs avocats respectifs? C'est une bonne question. C'est sûr que la question de l'acheteur et le vendeur, là, parce qu'il y a beaucoup, surtout au niveau des protections ou des décisions qui vont requérir le consentement du vendeur, c'est souvent des décisions très affaires, des décisions quotidiennes dans l'entreprise. Donc, la discussion doit avoir lieu entre les gens d'affaires, mais c'est souvent les avocats qui vont les mettre sur la table ou préparer nos clients avec des bonnes questions pour cadrer la discussion. Et puis, je ne sais pas si, en fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné, là, c'était dans une de mes diapos, c'est que surtout nous autres, on va toujours privilégier que ces discussions-là aient lieu le plus tôt possible, même au stade à l'aide d'intention, et de ne pas attendre la négociation de la convention de vente parce que si ça va être un enjeu, on préfère le savoir plus tôt que tard. Merci beaucoup Geneviève. On a fait le tour des questions. Donc Bram, c'est le temps de conclure le webinaire du jour. Alors, merci encore Geneviève. Merci à BCF pour avoir arrangé ça. Merci à Véronique, votre chef de marketing. Pour faire penser à tout le monde encore des nominations pour le gala le 18 novembre, pour le gala les prix M&A. On attend toujours d'autres nominations jusqu'à vendredi, date limite, possiblement jusqu'à lundi. Et aussi, vous avez des compagnies qui ont cherché leur financement par l'entremise de la bourse publique. Autrement dit, ils ont levé d'argent à la bourse. Ça va être qualifié comme nomination dans la catégorie 9 que vous avez sur le formulaire de nomination qui est sur le net.
sur à notre site web mainclub.ca. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Jeudi, nous avons en anglais de Mississauga notre 97e webinaire et soit voyager en sécurité, puis soyez sages. Et merci encore à Geneviève. Merci tout le monde. C'était un plaisir. Bye bye. Et merci à tous les participants.